Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau track, cet atelier dédié à la gouvernance et aux organisations vers une finance autonome. On va parler d'autonomie de la fonction finance, on va parler évidemment de ce bilan de la crise du Covid, mais surtout, on va parler d'efficience. Quand on prend un peu de recul et qu'on cumule la crise du Covid, le confinement, les restrictions budgétaires que nous avons eues, on se dit que les trois cumulés a mis une pression inexorable sur la fonction finance. Et de ce fait, la fonction doit faire plus avec moins. C'est ce qui va nous animer en trois parties. D'abord, une première partie people, quel impact sur les équipes. Une deuxième partie orga et process, comment créer une organisation structurellement efficiente. Et troisième partie, gouvernance et notamment gouvernance des budgets de la fonction finance. Pour en parler, 6 invités. Je commence avec Lucie Bordelais qui est dans le cloud de Blackline, qui est à distance, distanciation Covid oblige. Bonjour Lucie. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Isabelle Fargeau qui est avec nous. Isabelle chez Orano, ex-Areva, patronne de la Transfo Finance. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Nous avons Nicolas Gudin, patron de Basware pour la France. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Pascal Perrier, patron des CSP et de la Transfo Finance du groupe Saint-Gobain. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Bonjour Pascal. En face, Gaëtan Michel, associé Finance Transfo chez Deloitte, avec qui nous avons organisé cette séquence. Bonjour Loïc et bonjour à tous. Et enfin, Olivier Assailly, patron de la Transfo et de la digitalisation finance pour le groupe Monoprix. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Allez, on commence tout de suite par l'humain et on finira volontairement par les outils en fin de partie. Première partie, peut-être, première question, adaptabilité. On anime un certain nombre de communautés, comme vous le savez, dans le cadre de Future of Finance. On a été bluffé par cette capacité des directions financières à s'adapter, voire même à prendre la tour du PC fixe dans le métro pour pouvoir aller travailler et remplir les obligations. Comment s'est passée cette crise, Olivier ? Quelle a été la situation chez Monoprix ? Comment les fonctions finances se sont adaptées ? Je crois que ça agit véritablement comme un révélateur sur les équipes et sur ce qui leur donnait du sens pour collaborer, pour travailler ensemble. Vous parliez de la tour qu'on embarquait avec soi sous son bras. Je crois qu'il y a vraiment eu des moments de solidarité précieux. Ouais. Et dans la transformation qui est à venir, il faut que les directions, la nôtre en particulier, gardent ça à l'esprit. Que ce lien entre les équipes, c'est ça qui va être le moteur de cette transformation de demain. Isabelle, chez Orano. Alors, chez Orano, le Covid, la crise du Covid, on l'a plutôt bien géré. On avait déjà eu l'expérience avec la grève de l'année passée. Et grâce à la digitalisation et au lien fort entre les équipes, je rejoins Olivier, on a pu avancer et continuer de travailler. Grâce à la grève SNCF, ça a été un premier test Tout à fait, ça a permis de faire un test et un pilote, effectivement. Oui. Pascal, chez Saint-Gobain, même question. Je pense qu'on a été confronté exactement à la fois aux mêmes problèmes et aux mêmes réactivités. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, selon les différents pays, les gens ont su s'adapter différemment. Oui. Quelle différence as-tu observé ? C'était des problèmes éventuellement de qualité de réseau chez les uns et chez les autres. Et donc, la capacité à dire, il y a quelques personnes qui iront sur un site, je pense au Mexique par exemple, d'autres resteront chez eux. Et donc, on a pu vraiment prendre en compte les besoins, les capacités des uns et des autres, leur situation familiale également, parce que c'est pas simple à gérer forcément, pour avoir quelque chose qui finalement s'est révélé très efficace, très collaboratif. Bon, vous écoutez tous ces très bien passé. Lucie, on anime des communautés ensemble, notamment de direction comptable. On a vu dans certaines entreprises que parfois il y avait des drames, Lucie. Oui, alors effectivement, donc la majorité, et c'est vrai, et vous les représentez aujourd'hui, des entreprises s'en sont plutôt bien sorties. Après, dans certains secteurs, moi j'ai des prospects qui m'ont dit nous n'avons pas clôturé les comptes de mars, nous n'avons pas clôturé les comptes d'avril. En fait, on a fermé les usines et on a mis au chômage partiel tout le monde. Et donc le choc, il est énorme. Je veux dire, il faut remettre l'humain. On parle beaucoup, l'humain est adaptable, il est flexible, il est formidable, l'humain. Il est aussi, pour certains,
pris un choc, vraiment un choc très fort. Donc ça, je pense que il faut aussi le prendre en compte. Il faut aussi s'en rendre compte pour, comme disait tout à l'heure Olivier, la suite de la transformation. Oui, il y a de l'adaptabilité, oui, il y a de la résistance, mais chez certains, il y a eu aussi quelque chose qui est extrêmement dur et dont il faut tenir compte. Il y a eu un point qui était particulièrement difficile également, Nicolas, c'est le cycle P2P, le cycle fournisseur. Je dis particulièrement difficile, il y a eu beaucoup d'alertes pendant cette période de confinement. Payez vos fournisseurs. Ça a été je reprends le terme de lui, ça a été un révélateur. Est-ce que tu as pu constater ça, Bazoer? Vous êtes au cœur de la digitalisation du cycle fournisseur, du P2P. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors le P2P, donc effectivement, c'est le purchase to pay, donc ça couvre la fonction achat et la fonction finance. Alors cette situation était aussi nouvelle pour nous, c'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur aussi, la situation, on a fait face à la même situation que les entreprises. Donc il a fallu aussi s'adapter. Donc cette forte adaptabilité était importante pour nos équipes, mais finalement une solution en mode cloud permettait cette souplesse. Ensuite, il y a eu toute une partie, c'est-à-dire que, comme le disait Lucie tout à l'heure, la clôture des comptes était nécessaire. Et donc, d'où la capacité de pouvoir aussi intégrer les factures et les flux papier. Tout d'un coup, en fait, le flux papier, rupture de la poste, plus de capacité de pouvoir scanner les factures, les intégrer dans les systèmes. Donc, une vraie difficulté que les entreprises ont eu à finalement faire face, ce qui a un petit peu accéléré la volonté, effectivement, de dématérialiser. Et aussi, cette espèce d'exigence toujours en permanence de payer en temps et en heure ses fournisseurs. Alors, il faut savoir que, là c'est un petit peu de chiffres, mais aujourd'hui on estime, alors la Banque de France estime que 58% des sociétés ne sont pas en mesure de payer en temps et en heure ses fournisseurs. Donc c'est des vraies réflexions. En temps normal, pas forcément en temps de crise. En temps normal. Donc là-dessus se surajoute un certain nombre d'effets. Donc à partir de là, on peut se poser la question, avec une vraie volonté de l'État et globale en 2021, de réduire à moins de 10 jours de retard par rapport au délai de paiement. Aujourd'hui, on en est à 11,5 jours. Donc on paye en retard, en moyenne, à 11,5 jours. C'est quand même important de voir ça. Donc tout ça, il fallait vraiment pouvoir mettre sous contrôle ce flux et avoir les équipes qui soient aussi bien en compétences pour pouvoir adresser ces éléments-là et pouvoir répondre en fait aux exigences de l'ensemble des sociétés. Pascal, chez Saint-Gobain, la digitalisation du cycle fournisseur, vous étiez prêt pour absorber ce choc, pour pouvoir payer les fournisseurs et pas asphyxier On était plutôt digitalisé. Après, effectivement, il y avait la partie papier. On a encore du papier, que ce soit en France ou ailleurs. Donc là, c'était un peu plus compliqué. C'est sûr qu'en cas de rupture de poste, c'était difficile de récupérer les factures. En revanche, ce qu'on a vu un peu partout, c'est que des personnes en rotation allaient sur les sites récupérer les factures pour ensuite soit les scanner chez eux si c'était possible, mais au moins les saisir à la main. Donc on a pu aussi s'organiser. Ça a juste éclairé le fait qu'il fallait absolument qu'on pousse au maximum et qu'on soit en zéro papier quasiment partout. Donc les projets qui étaient lancés ont été accélérés. Et là où on n'avait rien et où on souhaitait lancer des projets, c'est effectivement été le cas. Alors, on a parlé du cycle fournisseur, on est plutôt en avance globalement. La France avait bien démarré le processus de digitalisation du cycle procure to pay, donc de P2P. Concernant l'order to cash, on a vu pendant la crise que le cash is king était un point important. Et forcément, avec la pression de la dématérialisation, et ce qu'on a pu constater au sein encore de certaines communautés qu'on anime, c'est que l'order to cash n'était pas au même niveau de maturité que le P2P. Vous l'avez ressenti chez les uns, chez les autres, à partir d'order to cash? Qui veut le prendre, peut-être Pascal? Chez Saint-Gobain. Oui, en fait, on a débriefé en fait, à la fin du confinement, et on a demandé principalement à nos équipes quels étaient les problèmes rencontrés et où il n'y avait pas suffisamment de digital. Et effectivement, la première chose qui est sortie, c'est l'order to cash. Et comme on avait commencé à travailler sur des projets, ce sont les premiers projets sur lesquels on est reparti suite au confinement. Avec ton sentiment, un niveau de maturité des équipes, des organisations et du marché éditeur suffisamment haut niveau pour pouvoir accélérer maintenant ? Oui, il me semble. Alors, on est au tout début, on est en train de regarder ce qui se fait. Les équipes, elles, demandent à ce qu'on mette en place des solutions. Et je trouve que sur le marché, il y a ce qu'il faut. Gaëtan, un point à ajouter sur le sujet ? C'est valable, y compris pour le bout de la chaîne de l'order to cash sur la partie recouvrement.
Oui. C'est pas des projets qu'on rencontrait traditionnellement C'est clair. très souvent. Et d'un seul coup, début mars, des premiers projets de refonte Pour du Deloitte. process et de mise en place d'outils digitalisés pour répondre à ce besoin. Si on doit se fixer une priorité, Nicolas, c'est cette dématérialisation à 99% là, de tous les flux papier, c'est ce que... Non, c'est-à-dire comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on ne peut pas tout dématérialiser, il y aura toujours des fournisseurs qui envoient du papier. Ça reste un doux rêve que de dématérialiser l'ensemble en fait, à ce jour. Ensuite, il y a une vraie aujourd'hui capacité des éditeurs à pouvoir automatiser, ou la volonté d'automatiser et de digitaliser un ensemble de flux, que ce soit le flux commande ou le flux réception de factures, et la capacité de pouvoir traiter la donnée, puisque c'est vraiment ça le but, de pouvoir être en capacité de traiter la donnée de la manière la plus fine possible. Donc ça, on le voit, les outils sont là, la maturité des équipes n'est peut-être pas encore là, donc il y a aussi en fait une dimension peut-être RH, d'acquisition de compétences au sein des entreprises pour permettre effectivement d'intégrer quand même malgré tout, c'est un changement. Deloitte est là parfois dans certains projets pour nous accompagner dans la conduite du changement, mais effectivement, c'est un changement organisationnel, c'est un changement, un impact fort dans les sociétés. Donc, il faut arriver effectivement à faire peut-être muter ces différentes équipes. Oui, Olivier. On parle de maturité des équipes sur ces sujets-là. Nous, on a une conviction forte chez Monoprix, c'est justement qu'il va falloir s'appuyer sur ces révélateurs qu'on évoquait de liens entre les personnes, de sens en fait qu'il va falloir donner à ces transformations dans un contexte qui est tout à fait nouveau, de rupture complète. Et il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal qu'on touchait du doigt avec Lucie tout à l'heure, c'est que on n'a jamais vu des situations dans lesquelles on ne clôturait pas les comptes. Mars, avril, c'était impossible auparavant. Et paradoxalement, en fait, cette situation de crise a fait exploser un certain nombre de barrières qui rendent des transformations complètement possibles aujourd'hui. À quel niveau, quelles sont les barrières qui ont été levées? Typiquement, psychologique, psychologique, on l'a vu chez Monoprix. Nous, on avait du télétravail, par exemple. Oui. On permettait ce dispositif-là avec une contrainte au sein des équipes comptables en disant non, mais en clôture, c'est pas quelque chose qu'on va faire. On va se retrouver tous ensemble. Bon, évidemment, en période de confinement, ça n'était plus possible. On s'est rendu compte que c'était un des processus qui fonctionnait le mieux parce qu'il est bordé, il est organisé, et en fait, la répartition des tâches est très claire. Et donc, c'est l'une des barrières psychologiques, mais c'est très important dans la conduite du changement, qui a complètement volé en éclats avec le confinement. Télétravail, faisons un zoom dessus. Qu'est-ce qui va rester post-Covid chez Orano? Que c'est un mode de travail qui fonctionne vraiment bien. Évidemment, ça présuppose la confiance. Je crois que c'est le nerf de la guerre. Et les équipes, elles connaissent leur travail. Un comptable, il sait ce qu'il a à faire. C'est pour ça aussi que je pense que ça a bien fonctionné pendant cette période du Covid. Ça suppose aussi que le manager se repense. Le défi, il est vraiment au niveau du management, l'animation des équipes, donner du sens, être présent, puisqu'en digital, on a besoin d'être 2 fois plus présent qu'en présentiel. Et donc, c'est vraiment... oui, c'est un mode de travail de l'avenir, et je pense que c'est un accélérateur, tous les crise. processus sont concernés, les processus sont éligibles oui, je pense au télétravail. Oui. Quelle est la politique, du coup, chez Orano, c'est la fonction finance? Eh bien, on est favorable au télétravail. Évidemment, on donne un cadre, parce qu'on est quand même dans une entreprise. Et vous le cadrez avec des jours, avec équipe A, équipe B, comment vous fonctionnez? Oui, voilà, il y a des équipes A, des équipes B, il y a également un cadre contractuel, contrat du travail. Mais après, c'est un petit peu la liberté du manager de faire confiance à ses équipes, de créer du lien aussi et de créer un mode de travail qui soit efficient. Oui, Olivier. Tu as raison. Il faut peut-être aussi voir qu'on a réagi avec beaucoup de réactivité, puisqu'on a tous été surpris par cette crise, avec beaucoup d'efforts aussi, pour que ça fonctionne. Oui. On se substitue aux collègues. D'efforts de bonne volonté. Absolument. Ok. Et il ne faut pas perdre de vue les impacts à moyen, long terme, avec, je pense en particulier, l'intégration des nouveaux arrivants, qui est compliqué dans ces circonstances-là, ou ce lien qui peut se distendre aussi avec le temps. Donc, nous, on est très prudents chez Monoprix sur le télétravail, je dirais à 100%, et on sent bien qu'on a besoin aussi de moments pour se retrouver ensemble, pour garder ce lien qui est un aspect essentiel de la réussite du télétravail. Et tous les processus, toutes les organisations, conso, compta, contrôle de gestion, normes, sont concernées, sont éligibles au télétravail. C'est applicable à tous les processus? De façon différenciée. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur des équipes qui sont plus expertes, plus autonomes,
voilà, une grande latitude sur la mise en place du télétravail, sur des équipes qui vont être plutôt sur de la production comptable, qui vont avoir besoin d'accès à des matériels. Quel type d'équipe, par exemple? On pense immédiatement à la consolidation, aux normes, au contrôle de gestion de groupe, ce genre de fonctions-là. Très processé. Où on va être sur des profils très seniors et donc qui ont une grande autonomie, encore une fois, dans les tâches qui sont à réaliser. On parlait, je crois, c'est toi, Pascal, sur la capacité à prendre des factures pour les scanner chez soi. On sent bien que ça a fonctionné dans un contexte de crise. C'est pas quelque chose qui est reproductible sur le long terme de demander aux personnes d'utiliser leur matériel personnel. On n'a pas la capacité industrielle qu'on va retrouver sur site. Bon, justement, on va revenir sur potentiellement ce sens donné à la fonction finance. Est-ce que toutes les directions financières, je ne sais pas qui veut commencer, acceptent à le même niveau d'acceptabilité des tâches? Je pense notamment aux tâches à plus faible valeur ajoutée ou des tâches plus chronophages. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause post-crise sur ce type de tâches? Pascal? Pas foncièrement. Ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en fait pendant cette période, c'est qu'on a rajouté, par exemple, certains reportings. On a dû faire des reportings un peu plus spécifiques sur le cash, sur le coût du Covid, ce genre de choses. Ce qui était important pour moi, c'est qu'en fait, on explique bien pourquoi on faisait ça. Depuis, on s'est aperçu que certains reportings ont été arrêtés, tout simplement, et en expliquant aux gens qu'en fait, ces reportings avaient été utiles, mais que leur utilité actuellement était plus là, donc on a arrêté tout. Il y a eu peut-être aussi, parce que c'était beaucoup de chiffres à traiter au début, des gens qui disaient mais à quoi ça sert et comment je vais y arriver. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu l'IT venir nous aider et automatiser des choses qui ne l'étaient pas auparavant. Donc c'est un effet accélérateur, la même chose que pour des projets de digitalisation, pour aider les gens finalement à sortir peut-être un peu plus de reporting pendant une période restreinte. Et ça a bien fonctionné. Ce qui est important, je crois que c'est qu'il faut expliquer ce qu'on fait, montrer que c'est utile, et dès que ça ne l'est plus, comme tout reporting, il faut l'arrêter. Lucie, quelle est ton observation du marché depuis cette rentrée, depuis la rentrée de septembre? Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que disait Pascal. En fait, moi, j'ai eu l'impression qu'au moment du Covid, en mars, tout s'est arrêté. Les projets d'implémentation se sont arrêtés, les décisions se sont arrêtées. En juin, en sortant du confinement, les projets ont repris et se sont nettement accélérés, effectivement, pour certains. Donc, on a des clients qui ont triplé leur utilisation pendant l'été. Donc, effectivement, une vraie prise de conscience. Ce qu'on voit maintenant, je trouve, c'est on revient à la décision, à la prise de décision sur on avance, on reprend nos projets. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout, je trouve, court-termiste. C'est-à-dire que là où, à l'extérieur, on a l'impression qu'on est dans un environnement anxiogène, est-ce qu'on va être confiné, etc. Les décisions qu'on voit sur le marché, alors peut-être aussi parce que nous, en tant qu'éditeurs de solutions SaaS, on est bénéficiaires du fait que les très grands projets de changement de RP semblent être, pour le coup, assez bloqués et pas mal arrêtés. Il reste des budgets, il reste des équipes, il y a une vraie envie d'avancer dans des projets pas tout petits, tout court-termistes, mais des vrais projets. Et ça, je trouve ça très intéressant. Peux-tu rappeler ce que fait Blackline, juste en quelques mots? Oui, pardon. Donc Blackline, on digitalise le R2R, donc le Record to Report, tout simplement la clôture comptable. Donc il y a 3 cycles, hein, le P2P, on en a parlé, l'Order to Cash, et le R2R, le Record to Report. Voilà. Et vraiment, c'est cette partie de digitalisation, parce qu'on a parlé, effectivement, je crois que c'est Olivier qui disait, la clôture, on sait ce qu'il y a à faire, finalement, et je crois que c'est Isabelle qui disait aussi, les comptables savent ce qu'ils ont à faire. C'est tout à fait vrai dans les entreprises très processées. Et donc, ça veut dire que pour la clôture, par exemple, on sait exactement qui fait quoi. Si vos équipes changent, si le process doit changer et que vous êtes tous en remote, ça va être compliqué. Et donc, en fait, on se rend bien compte que le télétravail, c'est possible, mais il va falloir digitaliser, il va falloir processer. Donc, c'est une question d'outils, mais c'est vraiment une question de process. Et quand les comptables savent ce qu'ils ont à faire, c'est probablement pas le bon process. Alors, le process qui, finalement, est un patch à la confiance? C'est la flexibilité des équipes qui fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de process. C'est génial. En fait, on est extrêmement dépendant des humains, ce qui est formidable. C'est contre tout ce que nous vend. Le Covid montre que l'humain a une flexibilité merveilleuse et qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, mais ce qui est génial. Mais est-ce que c'est complètement répétable dans le temps? Et est-ce que surtout on peut avoir confiance et leur demander tant d'efforts?
probablement qu'il faut mettre en place des choses, de process, de digitalisation pour aider l'humain effectivement à montrer, à être sous son meilleur jour. Eh bien, on va voir ce qu'il faut mettre en place. Le manager, Isabelle, tu as évoqué la notion de repenser le management. Ça repose effectivement des questions sur la capacité à piloter les équipes. Qu'est-ce que cela signifie en termes de manager? Qu'est-ce qu'on attend désormais? Le manager, je pense qu'il doit être communicant avant tout, c'est-à-dire qu'il doit garder le lien avec ses équipes. Donner le sens, ce que disait très bien Pascal. Ça a été un raz-de-marée, la période Covid. On était tous perdus, tous chez soi confinés. Donc le rôle du manager, c'est d'être là, d'être présent pour ses équipes, donner le sens, donner aussi l'appui et les moyens pour l'apprentissage du digital. Évidemment, on ne va pas se mentir, on a mis quelques semaines à se mettre d'accord sur Skype, comment ça fonctionne, les vidéos qui étaient dans tous les sens. Bon, mais l'important, c'est la présence du manager sur le terrain, entre guillemets, digital. Oui, c'est-à-dire avec ses équipes. Avec ses équipes, c'est essentiel. Sans tomber dans le micromanagement. Parce que la frontière est parfois... Oui, mais donner du sens, encore une fois, c'est faire confiance à ses équipes. Le micromanagement, les tâches, les équipes comptables, vraiment, on les connaissent. Et on l'a dit, Olivier le disait, il y a un esprit d'équipe qui se crée, qui se renforce dans les périodes de crise. Et en fait, les réunions d'équipe, c'est vraiment pour donner du sens, créer du lien. C'est pas plus que ça, quoi. Ce que j'ai aussi constaté, alors dans le métier qui est le mien, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que ça prend plus de temps. Il faut faire la réunion avant, qui précède pour se mettre d'accord. Ensuite, on fait la vraie réunion et ensuite on fait une réunion de débrief. Quand avant, ce temps-là était un petit peu fondu parce qu'on était dans la même pièce, parce qu'un regard suffisait. Donc c'est du temps qu'on passe. Alors c'est pas du temps désagréable, bien au contraire. Mais et les managers ont ce temps. Ces managers trouvent le temps. Et moi, je sais que les journées s'allongent. Ah oui. Pour faire ça. En même temps, sur ces réunions-là, nous, on trouve qu'il y a peut-être un peu moins de réunions, mais elles sont mieux préparées. Ouais, elles sont plus efficaces, parce qu'effectivement, quand on est chez soi et qu'on a un casque sur la tête en permanence, on n'a pas envie de faire, même si ça arrive, 9 heures de réunion d'affilée. Le tunnel de réunion, on l'a tous vécu. De ce côté-là, je pense qu'on a appris à mieux les anticiper, mieux les préparer. Et je reviens sur ce que tu disais, Isabelle, sur la partie pour le manager. Ce qui ne doit pas être simple à faire, et je pense qu'on doit progresser, c'est être à l'écoute de ces équipes et des petits signes qu'on était habitués à voir quand on était tous ensemble sur un même plateau ou sur un site. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à faire, en fait. Tu penses à quoi comme petits signes? J'en ai pas particulièrement en tête, mais des gens qui parleraient pas du tout lors d'une réunion, alors tu vas me dire ça arrive aussi dans les réunions présentielles, ou qui vont pas qui ne mettront jamais leur caméra, ce genre de choses. Le fameux problème de bande passante qu'on a tous alors, il peut y avoir et ça peut être aussi autre chose. Donc je pense que ce sont des choses auxquelles qu'on doit découvrir, on doit s'habituer pour effectivement ne pas manquer des signaux faibles auxquels on était peut-être plus sensibles lorsqu'on était tous ensemble. Sachant qu'il faut absolument garder, comme le disait Olivier, du télétravail et du présentiel. C'est absolument obligatoire. On ne peut pas aller sur du 100% télétravail. Pascal, tu me disais en préparant qu'il fallait qu'on invente de nouvelles formes de management au-delà de la période Covid, et notamment le management de communautés internes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors évidemment, ce n'est pas forcément lié au Covid. On vit dans des communautés finance, des communautés digitales finance. On parlait de communautés tout à l'heure de RPA. On a des outils maintenant pour le faire, quels qu'ils soient d'ailleurs, peu importe lequel. Il faut apprendre à les animer. Il ne suffit pas de créer un Yammer, par exemple, et dire je mets 500 personnes dessus, puis ils vont parler, puis des choses vont en sortir. Ce n'est pas vrai. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, enfin du moins chez nous. Et moi aussi particulièrement, c'est comment je fais pour animer cette communauté, comment on fait pour que les gens aient envie d'échanger, comment on fait pour identifier une bonne idée. Et donc il y a des choses qui sont en train de se mettre autour de ça, on l'a vu, il y a en externe et en interne, pour nous aider, nous, à animer ces communautés. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est positif. Donc des webinars, des labs, des centres de réflexion, des awards. Des design thinking, des awards, tous ces trucs-là. Et il faut bien les faire. Les gens sont sensibles, on a fait il n'y a pas tellement longtemps, ils sont sensibles à cette reconnaissance. Ils nous l'ont dit.
Et en plus, ça permet, quand on fait ce genre de choses, d'inviter plus de monde qu'on pourrait le faire en présentiel. Et donc, d'embarquer finalement plus de monde dans la population financière. On passe à la deuxième séquence, organisation efficiente. Avons-nous actuellement le bon modèle d'organisation ? On a une organisation qui se duplique, consolidation, comptabilité, un CSP, offshoré ou inshoré, peu importe, des BPO. Est-ce qu'on a le bon modèle d'organisation pour gérer l'incertitude ? Olivier ? Je crois qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaître. Là, on a beaucoup parlé dans notre première partie des personnes, et on a vu à quel point il était important d'être proche. On compte sur les managers, on compte sur l'animation des communautés, et je crois qu'il y a, en tout cas, on a une conviction chez Monoprix, c'est que c'est par la décentralisation. C'est un mouvement qu'on voit aussi même à l'échelle nationale, dans la gestion de la crise. On fait de plus en plus confiance aux maires, aux préfets. Et de la même façon, je crois que dans les organisations, dans les entreprises, il y a un mouvement à suivre pour le retour du local. C'est notre conviction. Pourquoi ? Par cette proximité, pour permettre d'adapter les solutions aux personnes, au contexte particulier. Telle personne a la fibre chez elle, telle autre a une mauvaise connexion, et donc il faut qu'on puisse permettre de travailler soit à distance, soit sur site. Prendre en compte le contexte de chacun, et dans une logique qui, évidemment, ne fait pas abstraction du national et de l'entreprise, mais qui va donc reposer plus sur ce management intermédiaire pour faire la courroie de transmission entre les équipes et le groupe. Et est-ce que c'est compatible avec des restrictions budgétaires ou avec la nécessité de gagner en efficience pour la fonction finance ? Alors, je crois aussi que quand décentralisant... Autrement dit, est-ce que ça coûte pas plus cher ? Bon, alors, évidemment, un des grands moteurs de la mise en place des CSP, c'était la recherche d'économies. Est-ce que ces économies ont été trouvées systématiquement ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu des succès et des échecs, et chacun en tirera les retours d'expérience qui conviennent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie capacité aussi dans le local à trouver des solutions simples, efficaces, pragmatiques. Et c'est cette confiance qu'on veut donner à nos managers chez Monoprix. Gaëtan ? Écoute, on n'a pas vraiment constaté de remise en cause drastique d'un modèle pour passer de vertical à horizontal, etc. Je suis d'accord avec Olivier. Ou de la centralisation à la décentralisation. Je parlerais plutôt de transverse, en fait. Ou de la centralisation à la décentralisation. On n'a pas constaté quelque chose de radical, en fait, dans cette transformation. Pas de mouvement de fond. Oui. Par contre, ce qu'on observe, c'est un peu plus de projets de pilotage de la performance, alors qui vont, tu vas pas aimer Olivier, le PM, qui vont un peu à l'inverse de cette délocalisation, c'est de se dire comment en centrale je peux scénariser le futur plus vite, sans forcément faire appel à toutes mes entités locales, en m'appuyant sur des modèles statistiques, voire pour les plus ambitieux, sur des modèles d'intelligence artificielle. Donc il y a un peu deux mesures. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a du local, et puis en centrale, on se dit comment on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite, entre guillemets, sans s'appuyer sur le local. C'est une espèce de paradoxe. Oui, je partage en fait les deux points de vue. Il y a une gouvernance centrale très forte aujourd'hui, avec la mise en place de directions d'excellence opérationnelle, de direction de l'innovation, de transformation digitale, qui vont donner l'impulsion initiale, en fin de compte. Et ensuite, les relais se feront au niveau décentralisé, sur place, sur le terrain, pour embarquer un maximum d'équipes au sein de la finance et en dehors de la finance. Donc c'est un petit peu le... Voilà, donc, deux modèles qui subsistent. Lucie, on a beaucoup parlé, ça va alimenter pas mal de débats, la fameuse finance en comptable. Certains disaient pendant le Covid, ça y est, ça va être un accélérateur de la finance en comptable, on va tout digitaliser, et puis finalement, on va pouvoir avoir notamment des cycles P2P sans aucune équipe en présentiel, ou alors complètement robotisé par une superbe intelligence artificielle et RPA qui fait tout. Quelle est ta conviction, toi, Lucie Blackline, qui est dans beaucoup d'entreprises, leader du marché? Oui. On y est, clairement. On a bien vu. Franchement, les robots pouvaient tout faire pendant cette période de crise. Non, mais je pense que... On sent un peu d'ironie. Il est évident que si la crise a mis en évidence une chose, c'est que c'est du mythe complet. C'est un fantasme, la compta sans comptable. C'est un coup marketing. C'est un superbe coup marketing. En plus, en l'occurrence, nous, on n'y a jamais cru, on n'a jamais poussé ça.
Ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, de toute façon, les échanges entre entreprises ne sont pas dématérialisés et sécurisés au point que, finalement, le comptable qui réceptionne toute cette information pour la transformer pourrait être dématérialisé. C'est juste pas du tout la réalité des environnements et de la façon dont les entreprises communiquent entre elles aujourd'hui. C'est même pas la réalité pour ce qui est du purement intra-entreprise. Moi, ce qui me fascine, c'est les intercos. Sur un sujet aussi simple que les intercos, c'est-à-dire de l'intra-entreprise, on est très, 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 très loin de la compta sans comptable. On pourrait dire, commençons avec la compta sans comptable sur quelque chose où on est vendeur, acheteur, où on a connaissance, etc. Entre nous. Moi, donc, je représente la clôture comptable chez plein de grands groupes aujourd'hui. Ce qui fait que la clôture n'est pas plus rapide, c'est les intercos. C'est l'interne. Donc, c'est absolument fascinant. Non, on est très, 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 très loin de la compta sans comptable. Il y a Isabelle qui a acquiescé au fur et à mesure, tu ne la voyais pas, mais Isabelle. Effectivement, j'acquiesce, Lucie. Le premier cheval de bataille, c'est évidemment les intercos. Et aujourd'hui, on a encore une grande marche à passer. Pourquoi ce sujet n'a jamais été traité ? Eh bien, parce qu'on est... on avait des débats il y a 3 ans sur les intercos. On a mis en place des procédures, on essaye de cadrer. Les procédures, ça ne fait pas tout. Derrière, il y a encore une fois l'humain. Et on est entre BU, et donc, du coup, c'est des chamailleries entre BU. Donc, on a décidé de lancer, nous, un projet d'automatisation des intercos qui peine à avancer, justement, parce qu'on est toujours dans l'humain. Mais qui va aboutir certainement, oui, en janvier, et qui devrait résoudre ce problème. Mais je rejoins effectivement déjà les intercos, c'est le premier pas. Et ensuite, aller au-delà, c'est avec le hors-groupe, automatiser au maximum. Et les fournisseurs sont demandeurs. C'est vrai que sur les intercos, on a tous ce problème-là. C'est aussi une question simplement de politique de et de gouvernance. C'est pas uniquement une question d'outils. C'est qu'il faut et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut expliquer à un certain nombre de directeurs généraux que la facture, quand elle arrive, elle est comptabilisée en automatique et dans un premier temps, je vais même la régler. S'il y a des litiges qualité qui peuvent subvenir, ou prix, c'est un peu également, on le traite après. Et pour revenir sur la compta sans comptable, non, pour moi, la robotisation, l'intelligence artificielle, on n'a pas tant que ça encore aujourd'hui chez nous. C'est une aide. Voilà, il faut le voir comme étant une aide pour les comptables, pour travailler sur beaucoup de volumétrie et des tâches extrêmement transactionnelles. On n'a jamais dit que ça allait remplacer et mettre de côté la totalité des comptables. Ça peut changer leur métier un peu, oui. Nicolas, même si on met buzzword partout, on a tout dématérialisé, on suit toutes les progressions, les updates que vous proposez, on ne sera jamais sur une absence de compte à four, ou en tout cas une compte à four qui soit réduite au minimum. Comme le dit Lucie ou Pascal ou Isabelle, effectivement, on se rend bien compte que la technologie, alors notre technologie en particulier, mais l'ensemble des technologies sont faites pour automatiser l'ensemble des flux. Donc effectivement, à pouvoir mettre sous contrôle et automatiser, digitaliser un ensemble de flux. Effectivement, le tout automatisé ou le tout digitalisé, c'est absolument pas réalisable en soi. Effectivement, il y a toujours le duo qui est important, la machine et l'homme, qui vont devoir effectivement pouvoir effectuer. La gestion des écarts va toujours être là. Mais là, on parle de la facture, mais quand on pense en fait la facture, il faut penser à un cycle qui va être encore plus global. C'est-à-dire que la facture peut être rapprochée de la commande si toutefois il y a commande. Donc il faut malgré tout en amont avoir aussi le cycle, le premier P, le P2P, qui soit aussi sous contrôle. Donc c'est quelque chose qui doit se faire de manière On avait une tagline avec globale. Isabelle, no PO, no pay. No PO, no pay. Voilà, juste comme ça. Donc effectivement, sans comptable, ce n'est pas possible. Ensuite, de réduire le temps de traitement, d'augmenter le nombre de factures rapprochées par ETP dans la compte à four, oui, ce sont des choses qui sont réalisées et réalisables. On arrive à des taux qui sont effectivement assez intéressants et importants. Et au-delà de ça, en fait, ensuite, il y a des couches qui peuvent être des couches... Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Là, on en parlait l'année dernière comme quelque chose de révolutionnaire, l'intelligence artificielle. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas nouveau. C'est des algorithmes mathématiques qui sont appliqués à de l'automatisation, et qui permet de faire quoi ? Là, en l'occurrence, ça permet de reconnaître un fournisseur. Si tel fournisseur envoie sa facture selon tel critère. Ensuite, ça peut permettre aussi de réduire le nombre de fraudes, c'est-à-dire de mettre sous contrôle en fait, le fraud management, d'arriver à automatiser, d'arriver à mettre en algorithme un ensemble de situations, en tout cas sur notre chaîne. Ensuite, les champs d'application, aujourd'hui, sont encore
faible. Là, tout d'un coup, on va parler de plus de robotisation, on va parler plus de machine learning que finalement d'intelligence artificielle et que finalement, au-delà de ça, de blockchain. On pourra toujours en discuter. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de crainte sur notamment l'offshoring? Je relance un débat. Ce sont les directions des ressources humaines qui nous avaient remonté ça en disant, notamment dans les métiers de la fonction finance, si on a la capacité de travailler à distance, on a potentiellement capacité à nous offshorer. Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce que le débat est relancé sur ce sujet? Écoute, Toi pas qui as encore. une vue Oui, pas transverse. encore. Ce qu'on a sans aucun doute observé sur les 8 derniers mois, c'est nos clients qui avaient des CSP dont les fondamentaux étaient matures, des process optimisés, déjà lean et éprouvés, un système d'information dans le cloud avec des données sécurisées, et puis des équipes rompues à l'exercice de travail à distance avec des rôles et responsabilités bien définis. Ces clients-là, franchement, ont eu une vraie longueur d'avance pendant cette période. D'accord. Ça a fait ce que tu disais tout à l'heure, ça a fait juste un accélérateur sur... a mis le zoom sur ceux pour lesquels ils avaient cette chance, mais ça veut dire qu'ils ont bossé avant. Ils avaient passé 10 ans à stabiliser ces CSP. Et là, ils en ont récolté les fruits, quoi. Exactement, voilà. Mais pas de débat ouvert au nouveau sur l'offshoring, le BPO notamment? Pas encore, pas en massivement. tout cas. Pas encore, ça fait... peut-être on est encore trop tôt après l'été et puis on recommence à... Mais tu le sens pas, frémir en tout cas. Pas encore, mais Nicolas. peut-être Il y a quelque chose qui est plus... On a effectivement cette réflexion de réindustrialisation de la France, de rapatrier effectivement des acquis. Et parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu à l'inverse. L'offshoring, c'est pas nouveau. L'outsourcing, c'est pas nouveau. C'est des choses qui sont assez anciennes. Et on est plus sur du circuit court comptable. C'est-à-dire qu'on revient à un circuit court. Circuit court comptable. C'est-à-dire que finalement, on est plus dans le local et dans la capacité de pouvoir traiter, malgré tout, chacun a bien sûr un home office, si toutefois il y a du home office, mais quoi qu'il en soit, de pouvoir le traiter en local. Voilà. Bon, rentrons dans le dur. La gouvernance, troisième partie. On a vu au sein de nos différentes communautés, notamment la communauté Finance Transfo Lab, que les budgets de la Transfo Finance étaient passés au peigne fin. Quelle est la tendance en termes de budget de Transfo, Olivier? Alors, ce qu'on observe chez nous, c'est une réduction des grands plans de transformation qu'on a pu connaître à des petits projets, la recherche de quick win, donc des délais courts. Ça répond essentiellement à l'incertitude ambiante. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague de Covid? Quel va être le comportement des consommateurs? Donc, pour répondre à cette incertitude, on ne s'inscrit plus dans des grands plans de transformation pluriannuels, mais on va aller chercher des petits projets qui vont permettre justement cette flexibilité dont on a beaucoup parlé ensemble. La stratégie des petits pas. Absolument. Avec des budgets du coup plus petits, plus atomisés. Voilà, une recherche d'adaptabilité, de petits budgets et donc encore une fois d'agilité dans leur mise en œuvre. Pascal? Oui, je suis assez Je d'accord. te laisse prendre la casquette Transfo Finance, de digitalisation de la fonction finance du groupe Saint-Gobain. On nous a demandé de revoir en fait l'ensemble des projets, de les prioriser, peut-être différemment d'ailleurs. Avec quels critères? Il y a systématiquement quand même un critère lié aux économies. Il faut pas se leurrer. Ça reste vrai, peut-être un peu plus vrai quand on regarde 2021, puisqu'il y a peut-être un peu moins d'argent à allouer à nos projets. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut mettre l'argent là où les projets sont les plus intéressants. Donc ça, on le faisait, on continue à le faire. Après, c'est vrai, je pense, moins de gros projets. C'est-à-dire que je vois bien qu'à mon niveau, on va plus être là pour dire... Il nous semble qu'il y a un intérêt de travailler plutôt sur le P2P, plutôt sur l'order to cash, et ensuite de donner quelques indications aux régions, aux pays, pour que ces régions et ces pays, avec notre aide, quand on peut le faire, sur des contrats cadres, etc., puissent, eux, lancer les projets. D'accord. Donc, pas de trucs mondiaux avec une équipe centrale. On revient au toujours très compliqué. Court, le local mais une vision groupe, une force de conviction à dire, voilà, moi je pense que c'est ça qu'on devrait faire, une discussion, et derrière des régions ou des pays qui vont mettre en place des choses. Mais on continue. Il n'y a pas d'arrêt, si vous voulez. Bon, Isabelle n'est pas d'accord. Non, ça va pas complètement. Pas chez Orano, ouais. Quelle est la tendance? On a deux tendances, en fait. On va avoir une tendance de renforcement, d'automatisation et d'harmonisation de notre pro-logiciel de gestion.
Ton ERP, pour ne pas le citer. Ouais, le ERP SAP, donc. Voilà. Et on s'appuie énormément sur SAP, ce qui nous a déjà permis d'avoir, depuis l'order to cash jusqu'au P2P, tout automatisé, certes avec encore des marges de manœuvre. Et donc ça se renforce. On a toujours évidemment des budgets pour asseoir l'automatisation de ces processus. Et en avec parallèle, cette recherche de quick win, du coup. De quick win et puis d'optimisation de ce qui peut l'être. La et finance autonome. évidemment, donc, on a un autre axe qui est très fort, c'est le train de la transformation digitale, de l'innovation. Et c'est là-dessus qu'on va avoir des projets et on va avoir une vision long-termiste. Quoi comme projet, par exemple ? Alors, on a des projets surtout dans l'industriel, et on est en train de lancer aussi au niveau finance. On regarde, on consulte des éditeurs pour voir un petit peu justement le record to report, quels sont les outils aujourd'hui qui existent sur la place du marché pour digitaliser un maximum les processus, mais digitaliser user-friendly. Oui. Voilà, digitaliser mais user-friendly. On pense à quoi ? L'ergonomie, l'adoption. Je demande à Lucie après. SAP fait vraiment peur, et donc c'est bien pour ça que... SAP fait vraiment peur. En France, mais... on a, pour voilà. tout te dire, Isabelle, je fais un tout petit peu d'autopromo, à 14h, on a sur cette table-là SAP et Oracle, DG France, les deux DG France, on va leur demander leur vision, leur ambition, et pourquoi est-ce qu'ils font peur à 14h aujourd'hui. Je suis pro-SAP, je suis issue de l'Allemagne, donc je suis complètement pro-SAP qui fait tout. Lucie, Ouais. les éléments de motivation pour lancer des projets de digitalisation, quelles sont les demandes qu'on vous formule particulièrement chez Blackline ? En fait, c'est marrant parce que je trouve que les deux points de vue, Orano et Monoprix, ne sont pas forcément différents. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une vision assez long terme tout en voulant que ça rapporte rapidement. Donc en fait, le côté quick win et le côté, ça reste quand même une réelle stratégie et un réel objectif, ne sont pas du tout antinomiques. Donc nous, ce qu'on entend, c'est les deux. C'est je veux qu'il y ait un ROI et que ce soit un quick win, et je veux pas passer les 12 prochains mois en projet. Donc ça, c'est vraiment clairement une demande. Mais aussi que ça s'inscrive dans une démarche long terme. Et pour revenir à ce que disait Gaëtan tout à l'heure, les démarches long terme, elles n'ont pas tellement changé. Les groupes qui pensaient au CSP pensent encore au CSP. Les groupes qui pensaient, nous, on préfère garder en local et faire plus du cybershoring, ça reste vrai. Donc je pense que ça, c'est culturel. Du cybershoring, c'est quoi le cybershoring ? Attends. Cybershoring, c'est de dire, dire ça comme ça. On peut faire des CSP sans que tout le monde soit sur le même plateau, en fait. On peut faire des CSP virtuels. Et ça marche ? On pourrait très bien, toi et moi, faire un CSP. En fait, ça marche si c'est très bien processé et très bien outillé. Mais de toute façon, le CSP, de façon générale, le modèle du CSP ne marche que si c'est très bien processé, très bien outillé. Et pour revenir, Olivier disait tout à l'heure, il y a des CSP qui marchent, il y a des CSP qui sont des échecs énormes. Et que ce soit du cybershoring, donc les gens soient envoyés en Roumanie, c'est la même question. C'est process et communication. Attends, mais cybershoring, je peux pas te laisser repartir comme ça en balançant une idée. C'est comme le circuit court, on est obligé de s'arrêter dessus. Est-ce que tu as déjà vu des observations, de cybershoring qui fonctionnaient, justement ? Alors, sur des groupes français, honnêtement, non. Ouais. Sur des grands groupes, par contre, en revanche, on en a vu. Moi, j'ai un client allemand, dans la pharma. D'accord. Donc des choses très très processées en CSP depuis très 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 longtemps. Et eux, ils ont fait le CSP. C'était jusqu'au CSP et au CSP qui roulait très très bien. Un CSP classique qui était basé où d'ailleurs ? Qui était basé, il y en avait un dans les pays d'Europe de l'Est et un en Inde, assez classiquement. Ok. Parce que souvent et en fait, c'est plus loin que le CSP, c'est ce qu'on appelle dans les modèles anglo-saxons le GBS. Ouais. Donc les Global Business. Et là, on est sur des centres à haute valeur ajoutée, avec des gens qui ne sont pas simplement des comptables simplement de transactionnels, mais vraiment toute la comptabilité a été transférée dans des GBS, souvent les achats également, l'IT en partie, etc. Et là, eux, ils ont dit, en fait, maintenant on est sur des gens à haute valeur ajoutée, ils n'ont pas forcément tous envie d'être dans ces deux endroits-là. En revanche, ils font partie de l'organisation GBS. Et donc, on a des gens qui sont à plein d'endroits, qui sont des professionnels plutôt avec des gros CV, entre guillemets, et qui font partie des organisations GBS. Voir chez eux. Cybershoring. Voir chez eux, absolument. Ouais. Pascal ? Là, sur du cybershoring. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis.
Pour rebondir sur un point précédent qui était dit, est-ce que ça a fondamentalement changé ce qu'on était en train de faire, offshoring, outsourcing, centralisation? Pas franchement. En revanche, ça ajoute en fait une dimension supplémentaire, une flexibilité supplémentaire, puisqu'on a démontré à travers la crise qu'on savait faire ça en distance. On peut se poser maintenant des questions sur les modèles qu'on envisageait en se disant mais tiens là, peut-être que finalement je peux garder une équipe à tel endroit, la faire travailler en télétravail et toujours participer finalement au bon fonctionnement du CSP. Donc finalement, ça ajoute un outil supplémentaire. Une option supplémentaire qu'on n'avait pas forcément envisagée. Qui pour moi est peut-être intéressante. Certainement que le CSP virtuel est une des réponses de demain, qui est un peu on embrasse tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent en laissant les personnes chez eux. CSP virtuel, c'est la virtuelle, c'est il n'y a pas de site. Cyber shoring. Exactement. Voilà, il y a pas de site à proprement parler, où il peut y en avoir, mais des beaucoup plus petits. Ouais. Il n'y a pas un grand plateau avec toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui de recrutement, de turnover, etc., de formation. On laisse les gens chez eux, mais c'est le niveau encore au-dessus. Là, on est en Champions League du CSP, en mode il faut que ça soit juste parfait pour y arriver. Et ensuite, parfait en termes d'organisation de processus, de management, de digital, mais on s'exonère, c'est vrai, de quelques-uns des problèmes qu'on connaît bien en CSP. Alors, quels sont les projets, garde la parole Gaëtan, quels sont les projets qui ont le vent en poupe en ce moment, les projets de digitalisation sur lesquels vous êtes particulièrement sollicité chez Deloitte? Alors, il y a toujours des projets ERP. Ouais. Allemands, que connaît bien Isabelle, d'éditeurs allemands. Il y en a toujours, en fait, ils n'ont pas bougé. D'accord. Freinés pendant 2-3 mois, pendant juste la période de confinement, mais vraiment finalement, ils repartent. ce qu'il fallait. On a fait des déploiements de solutions pendant le confinement. C'est quand même une étape où intuitivement on se dit il faut que je sois dans le pays, il faut que j'aille voir le chef comptable. Et qu'on charge ensemble ces données dans son ERP. On a fait des déploiements entièrement à distance, merci à Zoom, et ça marche sans aucun problème. Bon. En tout cas, les problèmes qu'on aurait rencontrés... Donc toujours des projets ERP, ouais. Tu me disais des projets EPM et des maths. Et voilà, des projets exactement, ce qu'on voit un peu plus, une accélération, EPM, une amplitude. Gestion de la performance. Gestion de la performance et digitalisation. La seule différence avec... avant, si on peut parler comme ça maintenant, c'est le temps de décision. On constate que le temps de décision chez nos clients s'est allongé. Avant, un projet, on pouvait, entre nos premières discussions et puis le début d'un projet, y passer quelques semaines. Nous, on constate que ce temps s'allonge à bon escient. Plus de négociations, une volonté de se focaliser sur le sens. J'aimerais que ce ne soit pas tant des négos commerciales ou budgétaires. Non, c'est on définit encore mieux les cas d'usage qui seront dans cette expérimentation digitale. On prend le temps de faire un business case peut-être plus structuré et plus abouti qu'avant. Et voilà. Et donc ça prend. Ce qu'on dit vulgairement, on prend le temps de réfléchir à deux fois, quoi. Exactement. Et avec des ROI, l'autre contrainte, donc les courbes se croisent, l'autre contrainte, des retours sur investissement à 2-3 ans, quand avant ils étaient aussi plus longs. Donc plus de contraintes en amont et plus en aval. Donc ce temps s'allonge. J'ai du mal à croire que sur les projets de dématérialisation, les temps se rallongent, Nicolas. Alors, nous, nos projets de dématérialisation n'ont pas été freinés pendant la période Covid. Contrairement à ce que tu disais, Lucie, tout à l'heure, effectivement, on a vu que tous les projets qui étaient engagés ont poursuivi leur route à distance. Donc, faire des ateliers à distance, essayer de gérer ou comprendre en fait, les processus, avoir cette dimension corps modèle et ensuite déploiement. Tout ça, on était en capacité de pouvoir le proposer, tant bien que mal, et ça a tenu. Par contre, les projets ont mis un peu plus de temps. C'est-à-dire tenir une assistance sur une durée de 8 heures, une journée normale, ça va être difficile. Donc à partir de là, effectivement, il fallait réduire le temps et donc démultiplier le nombre de jours. Donc il y avait un impact projet. Mais ensuite, au-delà de ça, on voyait les projets qui ont continué et qui se sont poursuivis. Ensuite, sur les projets... un volume plus important dans le P2P ? Non, c'est-à-dire que les projets qui étaient engagés ont continué leur route. D'accord. Ensuite, t'as pas de pic d'activité. Ensuite, générer de nouveaux projets a été un petit peu compliqué, ou en tout cas a été un petit peu ralenti, parce qu'effectivement, le cycle de décision était plus important, du fait qu'il fallait prendre en compte cette période critique, et donc finalement, il fallait peut-être mettre en place une contractualisation qui prenne en compte ce genre de choses. C'est-à-dire que finalement, un engagement par rapport à une volumétrie de facture était difficile, parce que demain, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc à partir de là, on avait effectivement mis sous contrôle
contrôle contractuellement parlant, des éléments et la discussion juridique était un petit peu plus importante. Il nous faut prioriser également. Donc, quand tu as toute une palette de projets potentiels, il faut regarder, discuter avec les éditeurs, discuter avec d'autres sociétés et se dire finalement quel est le projet ou les 2 projets sur lesquels on va aller prioritairement. Donc ça prend un peu plus de temps également. Mais en tout cas, cette période-là a révélé le fait qu'il était essentiel d'avoir une dimension dématérialisation. Donc comme tu le disais Gaëtan, effectivement, on a vu une demande, en tout cas il y a une forte demande. Alors pour beaucoup, en fait, il y a déjà des outils en place, mais qui sont peut-être pas aussi performants que ceux qui sont souhaités. Donc un remplacement d'outils ou une réflexion différente par rapport à la gestion de ces outils. Avec une priorité sur le retour sur investissement, Olivier, c'est le... Oui, alors... des quick wins, mais donc du coup Si on essaie de connecter les 3 points qu'on a posés ensemble aujourd'hui, on a parlé de circuit court comptable, on a parlé effectivement, comme tu viens de le rappeler, de quick win, et on a parlé de confiance et de management de proximité. Nous, quand on fait ce travail chez Monoprix, on aboutit à... Alors, c'est le terme peut-être un peu galvaudé de citizen development, mais en tout cas de transférer dans les équipes métiers une partie de la capacité à faire sur des projets, et en particulier sur des projets de RPA. Donc c'est ce qui nous a paru... Projet de RPA, d'automatisation. Absolument. Sur quel process ? Alors, on a travaillé, on est dans le retail, donc on a travaillé beaucoup sur la partie stock et fournisseurs. Donc ce sont ces sujets qui nous ont semblé les plus critiques et les plus éligibles aussi pour aller rechercher des retours sur investissement. C'est là où on a du volume pour aller justifier de la mise en place de cette factory chez nous. D'accord, intéressant. Lucie, la question du risque, la couverture au risque, parce que BlackLine, certes, permet de pouvoir optimiser certains processus, digitaliser et automatiser, mais surtout, ça permet aussi, enfin, surtout, je ne sais pas dans quel ordre on peut le mettre, mais en tout cas, ça permet de réduire l'exposition au risque. Plus difficile à mesurer ce dernier point. Très difficile à mesurer. Très difficile à mesurer. Et on n'en a pas toujours conscience. C'est-à-dire que les chiffres sortent de la compta et on a confiance dans la compta, donc les chiffres qui sortent sont justes. Tout. C'est la base. Si on n'a pas confiance dans le chiffre qui sort de la compta, c'est compliqué. Après, l'expérience fait que dans certains groupes, on se rend compte que quand le groupe est très très grand, que les équipes comptables sont très décentralisées, parfois, il y a des pètes, des choses qui sont peut-être un peu moins sous contrôle que ce qu'on pensait. On peut aussi avoir des cas où finalement on pensait que c'était bien sous contrôle et puis on s'est rendu compte en fin d'année qu'on avait raté un truc pendant toute l'année. Donc ça c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on va se rendre compte que finalement la confiance qu'on a dans les chiffres, c'est finalement la première responsabilité de la finance. Certes, il faut faire aussi bien avec moins, mais il y a quand même un niveau minimum de qualité à avoir. Et donc je suis très contente que Pascal soit sur ce plateau, puisque je me souviens très bien au tout début quand je suis arrivée chez BlackLine, Pascal nous a quand même raconté que BlackLine c'était l'un des rares projets qu'il avait fait passer sans ROI très net et que son directeur financier, si je me rappelle bien, avait accepté, alors que le ROI c'est quand même la base de tout. Et donc, projet qui... Pardon. Non, laissez pas Pascal. C'est vrai, mais c'est ce que je voulais dire. Je pense que ça reste vrai. C'est-à-dire que sur ces projets autour de la gestion du risque, on peut trouver du ROI, mais il faut quand même, et c'est notre boulot, démontrer et expliquer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément mesurer en coût, en sonnant trébuchant, en réduction d'effectifs, mais il y a des vrais risques. Si on paye en retard aujourd'hui, notamment en France, on peut payer quand même des amendes qui sont significatives. S'assurer que les chiffres qui sortent de la compta sont bons, qui sont réconciliés, justifiés. On peut être aidé par la robotisation ou de l'IA pour aller faire des contrôles supplémentaires, pour mettre en place la loi Sympa 2, etc. Et donc ça, c'est notre rôle d'expliquer que là, je ne peux pas forcément chiffrer le retour sur investissement, mais il y a quelque chose. Et on peut trouver en face de nous des directions générales et financières qui peuvent comprendre et entendre ça. Dernier point, Gaëtan, tu nous disais en préparant cette séquence, cet atelier, la relation DAF-DSI. La collaboration, je voudrais terminer par un point sur la collaboration. Pascal l'a abordé très rapidement, mais juste quel est ton message, Gaëtan ? Des liens qui se sont, alors c'est peut-être un peu gonflé de ma part, mais renoués. Oui. Renoués. Non, disons-le, mettons les pieds dans le plat. Renoués, alors ils n'étaient pas forcément distendus, mais ils étaient toujours complexes. Ouais. C'est du je t'aime moi non plus. Okay.
souvent animés par des très grands projets, donc des process longs, etc. Là, on est revenu sur des petites choses plus agiles, un lien qui s'est noué, alors, par nécessité au début, quand il a fallu dire je veux que tous mes comptables qui sont à la maison aient des postes de travail équipés avec le bon niveau de cybersécurité, etc. Il a fallu trouver des solutions. Et puis ça continue à s'appliquer. Et on a tous apprécié la réactivité des DSI qui ont assuré le coup et qui ont fait en sorte que ça fonctionne. Tu as tout à fait raison. J'ai vu passer des remerciements. Ouais. Ce qui n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait naturellement dans des relations DAF-DSI, dans les deux sens. Ouais. Donc oui, j'espère, voilà, j'en appelle de mes voeux, j'espère que cette relation va perdurer parce qu'elle est très agréable à vivre, même en tant que consultant. Ouais. qui doit être généralement entre les deux en sandwich. Olivier. Oui, non, juste un mot là-dessus, parce que je crois que ça s'est beaucoup assaini, parce que il y a eu un recentrage très fort des rôles et responsabilités de la DSI sur ce qui fait le cœur de son métier. On parlait de la capacité à travailler à distance, de la sécurité. Et donc ça, ce sont les fondamentaux, les piliers naturels de la DSI. Et il y a, en parallèle, je parlais de Citizen Development, de transfert d'un certain nombre de capacités à développer, à mettre en œuvre des outils dans les métiers. Et ça, c'est aussi relativement nouveau. Auparavant, on parlait quand même de Shadow IT. Donc, bien sûr. Les mots ont un sens. Il y a une évolution des mentalités là-dessus. Et ça, ce nouvel équilibre qui est très sain, et tu appelles de tes voeux à ce qu'il perdure. Chez nous, on l'a instauré, on l'a installé avec un certain nombre de règles d'or, donc de principes clés. Règles d'or de relation, dis-nous. Alors, je ne vais pas vous les détailler ici, mais l'idée, elle est simple, c'est qu'est-ce qui relève, entre guillemets, du monde d'avant et de ces projets qui vont devoir faire l'objet donc, de comitologie qu'on connaît, etc., enfin, en tout cas de travaux conjoints entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre classique, et ce qui va faire l'objet, quelque part, du monde d'après, en tout cas de la nouveauté, et qui vont pouvoir relever de ces démarches de travail que j'évoquais avec le Citizen Development, avec des responsabilités dont les lignes ont un petit peu bougé. Et tout le monde joue le jeu ? Pardon ? Tout le monde joue le jeu c'est très nouveau. Là, on est en train de parler de choses qui ont quelques semaines. Ce sont des fiançailles. Voilà, exactement. On va voir si le mariage... tu reviendrai pour vous en parler avec plaisir. 5 novembre 2021. Pascal, pour terminer. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Avec juste un tout petit bémol. Je pense que quand on réfléchit à digitalisation, communauté financière, etc., il faut quand même qu'ensemble, on aille vers un peu plus d'agilité. Il faut de la cybersécurité, c'est clair, je ne le remets pas en cause. Sans l'IT, on n'aurait pas pu travailler pendant le Covid-19, c'est très très clair. Simplement, il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir être un peu plus agile et permettre en fait aux fonctions, et pas forcément aux fonctions financières, de faire des tests assez rapides, assez souples, qui ne dure pas 3-4 mois parce qu'il faut que je mette en place une infrastructure, etc., pour s'assurer qu'une idée remontée par la communauté peut avoir un intérêt. Et donc là, je pense que voilà, c'est le petit pas qui nous reste à faire, en interne ou en externe, pour être vraiment complètement à l'aise dans cet environnement de collaboration. Là, tu viens même jusqu'aux méthodes agiles pour opérer la transformation de la fonction finance. Oui. Je pourrais juste rajouter en fait la transformation digitale massive qu'on est en train de vivre au niveau de la société de consommation, enfin notre société à nous et notre société, notre groupe, notre propre société, fait que la DSI rejoint la transformation digitale et donc les méthodes de la transformation digitale va s'accélérer au service évidemment des fonctions telles que la finance et du business en fait. Bon, on va terminer avec cette note de collaboratif et d'agilité pour clôturer ce débat. Merci infiniment, merci à nos invités de Mille, merci à tous. Future Finance continue, les débats continuent. On vous donne rendez-vous, je vous le disais, à 14h précise pour quelque chose qui n'a jamais été organisé. Un face-à-face Oracle SAP, donc les 2 DG France qui seront là. On leur posera des questions sans tabou, leurs différences, leur vision, le cloud, leur stratégie, leur ambition vis-à-vis des autres éditeurs Best of Breed. On leur posera toutes les questions sans tabou et de manière très directe. Dernier point aussi, n'oubliez pas de programmer concocter votre benchmarking meetings. Je vous en dis quelques mots, c'est unique, c'est 100 micro-sessions de benchmark, de solutions ou de bonnes pratiques en fonction de vos priorités. Évidemment, tout cela se configure sur le site futurefinance.fr. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et donc à tout de suite sur futurefinance.fr. Merci.